bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. L'objet de cette vidéo est de corriger mon sujet d'annales partielle de décembre 2024 pour les M2 CCA en norme comptable internationale dite NCI. Alors, cette vidéo servira naturellement pour les étudiants qui sont amenés à repasser l'épreuve en deuxième session, là, donc en juillet 2025. Bien, donc en décembre 2024, j'avais posé 3 exercices pour une durée d'1 heure. Le premier exercice avait trait à une société américaine, Luther Corporation, qui vend le 1er janvier à une autre société américaine une chaîne de production pour 3 millions de dollars aux conditions suivantes: 50% au comptant, 30% à échéance le 31/12N, 20% à échéance le 31/12N plus 1. Le taux d'intérêt annuel implicite, puisque l'opération n'est pas gratuite, pratiqué par le vendeur, le fournisseur, Luther, s'élevait à 4%. Question. Il s'agissait d'enregistrer toutes les opérations en dollars concernant ce crédit long fournisseur dans la comptabilité justement du fournisseur, le vendeur. Donc, dans un premier temps, nous calculons la valeur actualisée de l'opération au 1er janvier N, point de départ. Donc nous avons 3 millions fois 50% pour le comptant, plus 3 millions fois 30% pour la première échéance de crédit, et 3 millions fois 20% pour la deuxième échéance de crédit. Alors la première échéance de crédit, nous devons multiplier par 1,04 puissance moins 1, ou diviser par 1,04 puissance 1, puisque nous ramenons la valeur que va encaisser le fournisseur dans un an à la date actuelle. Et idem pour ce qu'encaissera le fournisseur dans 2 ans, la partie 3 millions fois 20% multiplié par cette fois-ci 1,04 puissance moins 2 ou divisé par 1,04 puissance 2 pour actualiser. Donc ce qui nous donne pour la partie comptant 1 500 000, pour la partie crédit première échéance 900 000 fois 1,04 puissance moins 1, et la deuxième échéance de crédit 600 000 fois 1,04 puissance moins 2, soit les valeurs suivantes: 1,5 million au comptant, 865 384,62 pour la valeur actualisée de la première échéance à crédit, et 554 733,73 la valeur actualisée pour la deuxième échéance à crédit. Donc, au niveau du comptant, toujours 1 500 000, plus pour la partie crédit qui a fait l'objet d'une actualisation, pour les deux échéances, 1 420 118,35. Donc, ce qui nous donne une valeur actualisée de l'opération de 2 920 118,35. Donc, nous enregistrons au point de départ le 1er janvier N la vente pour une valeur actualisée de 2 920 118,35. L'encaissement donc en banque pour 1 500 000. Bon, là j'ai mis le numéro de compte, mais vraiment à titre indicatif, puisqu'on est en norme comptable internationale. Et puis nous avons la créance sur le client du fait de l'actualisation des 2 échéances de crédit. 1 420 118,35. Maintenant, nous arrivons à la première échéance de crédit. Donc au 31/12N, il y a un encaissement pour 900 000. La créance client correspondante était de 865 384,62 en valeur actualisée. Donc nous annulons cette créance puisque nous avons un encaissement. Et l'encaissement étant supérieur à la créance ici annulée pour 865 384,62, la différence de 34 615,38 constitue un produit financier. Alors ce produit financier, on peut aussi le retrouver en se disant qu'en prenant la valeur actualisée de la première échéance de crédit, 865 384,62 fois 4%, ce qui nous donne effectivement 34 615,38. Bien. Après cette première échéance, il ne nous restera plus qu'à considérer la deuxième échéance à venir. Donc il va falloir mettre à jour le poste créance client. Donc pour la deuxième échéance à venir, elle est d'un montant de 600 000. Nous l'avions actualisée initialement en la ramenant 2 ans en arrière. Là, nous ne sommes plus qu'à 1 an de la deuxième échéance. Par conséquent, les 600 000 doivent être actualisés en prenant le coefficient en multipliant par 1,04 puissance moins 1.
Donc, nous regardons ce que cela donne en termes de créances actualisées, c'est-à-dire 576 923,07 par rapport à ce que nous avions calculé auparavant, 554 733,73. Donc, la créance client augmente, la créance sur le client augmente de 22 189,34. Donc, nous augmentons l'actif, le patrimoine, et en contrepartie, nous exprimons un produit financier, 22 189,34. Bien. Donc nous venons d'ajuster la créance restante pour la deuxième échéance. Maintenant, nous sommes sur la deuxième échéance de crédit, l'encaissement. Donc l'encaissement de 600 000, nous annulons la créance qui a fait l'objet d'un ajustement. Donc cette créance de 576 923,07 et par différence, nous obtenons le produit financier de 23 076,93. On peut vérifier que ce produit financier correspond aussi au point de départ, quand je dis point de départ, au moment d'actualisation au 31-12 N ou 1 N plus 1 c'est pareil, fois 4%, on applique le taux annuel d'intérêt pour avoir le produit financier relatif à l'exercice N plus 1. Et ce qui nous donne bien 23 076,93. Donc voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice maintenant, qui concerne une opération de couverture de change. Nous avons une société française qui exporte le 1er juin N des produits finis qu'elle facture 4 millions d'euros avec un crédit commercial de 3 mois. Pour se couvrir contre une éventuelle baisse du dollar par rapport à l'euro, cette société française achète des puts. Donc elle achète la possibilité de vendre les dollars qu'elle va encaisser à l'échéance contre de l'euro et à un cours qui est garanti, dit prix d'exercice. Le système est optionnel puisque l'entreprise n'est pas obligée d'exercer le prix d'exercice. Elle peut très bien décider d'utiliser le cours au comptant à l'échéance. Alors, quelles sont les caractéristiques du contrat? Alors, tout d'abord, nous avons le 1er juin, le dollar américain vaut 0,98 €. Ensuite, les caractéristiques du put, prix d'exercice, 1 dollar égale 0,96 €. La prime, c'est-à-dire le coût assurantiel de la couverture est de 3%. J'ai pris l'hypothèse qu'elle était calculée sur le cours du 1er janvier à 0,98. L'échéance de l'opération est le 31 août N. Et au constat, le constat à cette date-là est qu'un dollar égale 0,94 €. Donc les questions. Première question, quelle est la décision de la société française au 31 août? Justifiez votre réponse. Alors nous comparons le cours au comptant à l'échéance qui est de 0,94 au prix d'exercice. Il est plus intéressant pour la société de lever l'option put, c'est-à-dire d'exercer le put et donc de vendre les dollars, le sous-jacent, au prix qui est le plus intéressant. Le taux de conversion le plus intéressant, c'est le prix d'exercice du put, 0,96 par rapport au cours au comptant à l'échéance, 0,94. Donc là, il y a effectivement une décision de lever l'option put. Maintenant, quel va être le résultat de couverture de cette société? Le résultat de couverture du fait du put va être la comparaison entre le prix d'exercice et le cours au comptant à l'échéance, multiplié par le nombre de dollars et moins la prime globale. Donc le prix d'exercice est de 0,96, il est plus intéressant que le cours au comptant à l'échéance, donc on lève l'option. On gagne 2 centimes par dollar couvert, sachant qu'il y a 4 000 $. Donc 2 centimes fois 4 millions de dollars. Donc nous avons 80 000 € en conversion, mais il y a un coût assurantiel, la prime globale, de 3% des 4 millions de dollars à couvrir, ce qui nous fait 120 000 $, converti à 0,98, puisque la prime est payée dès le début du contrat, donc 117 600. Par conséquent, il y a une couverture pour 80 000, mais qui coûte 117 600. Par conséquent, le résultat de couverture est négatif, mais il est quand même intéressant pour l'entreprise de lever l'option. C'est-à-dire que l'entreprise avait envisagé une baisse assez sensible du cours du dollar par rapport à l'euro,
mais cette sensibilité, dans la réalité, a été moindre que celle prévue. Par conséquent, elle n'est pas arrivée à effacer complètement la prime, le coût assurantiel. Mais on a pu quand même absorber une partie du coût assurantiel, parce que si l'entreprise n'avait pas levé l'option, elle supporterait pleinement ce coût assurantiel qu'elle a payé au départ, 117 600, alors que là, elle a une couverture qui est positive pour 80 000 euros, et cela lui a coûté 117 600, donc elle est perdante en résultat de couverture pour 37 600. Alors nous pouvions aussi calculer le résultat de couverture d'une autre façon, sachant que P, petit p, la prime unitaire, c'est 3% fois le taux de conversion du dollar contre l'euro, donc 0,98, ce qui nous fait 0,0294 euros, 2,94 centimes d'euros. Donc on peut écrire à ce moment-là que le RC est égal au prix d'exercice moins ce que cela coûte à l'unité, c'est-à-dire la prime petit p. J'ai mis entre parenthèses, donc ça c'est le point mort, et c'est le point pour lequel le résultat de couverture, si on avait un cours au comptant l'échéance qui était égal à PE moins P, nous serions donc à ce point mort PE moins P, et le résultat serait égal à 0, le résultat de couverture. Voilà ce que signifie la notion de point mort. Donc là, nous avons résultat de couverture PE moins petit p moins CCE et multiplié par le nombre. Donc, ce qui nous fait point mort moins CCE fois le nombre. On n'est pas obligé de mettre la notion de point mort, hein. Bon, c'est juste pour la signifier graphiquement par la suite. Alors, ce qui va nous faire, on lève l'option pour 0,96, donc on va encaisser 0,96 en tant qu'exportateur. Ça nous coûte par dollar 0,0294 euros, 2,94 centimes d'euros. Et ensuite, on soustrait 0,94, le cours au comptant l'échéance qui est moins intéressant, et fois le nombre de dollars. Donc ce qui nous fait, on encaisse, déduction faite de la prime que l'on avait payée en amont, 0,9306, sachant que le cours au comptant l'échéance est de 0,94, donc on est légèrement perdant, fois les 4 millions de dollars, donc ça nous fait une perte de moins 0,0094 euros fois 4 millions de dollars. Donc on obtient effectivement, avec cette deuxième approche, exactement le même résultat de couverture qui est de moins 37 600. Vous voyez ? Voilà. Bien, donc maintenant, nous allons faire le graphique explicatif. Donc nous avons ici sur l'axe des abscisses le cours, l'axe des ordonnées le résultat de couverture, le prix d'exercice qui est à 0,96, prix d'exercice à 0,96, oui, la prime est à 0,0294, donc moins la prime de 0,0294, et donc on obtient le PE moins petit p, c'est-à-dire le point mort qui est de 0,9306, voilà. 0,9306, et donc à ce point, si le cours à l'échéance correspond à PE moins P, ce point mort, et bien le résultat de couverture est égal à 0. Bon, là on est entre les deux, hein. On est entre PE de 0,96 et PE moins P, le point mort, puisque le cours au comptant à l'échéance est de 0,94. Donc si je mets 0,96 ici en prix d'exercice, là nous avons 0,9306 en point mort. Entre les deux, il y a 0,94. Donc on voit ici que nous sommes en résultat négatif de moins 37 600, mais qui est plus intéressant que le résultat négatif ici à plein de 117 600. Et là, on est en résultat positif. Malheureusement, l'entreprise n'est pas dans la zone de résultat de couverture positif. Bon. Maintenant, nous allons enregistrer les écritures en euros du 1er juin au 31 août. Donc, dans un premier temps, la société, au 1er juin, enregistre en actif financier un instrument de couverture pour 117 600. Bon, là, j'ai mis des numéros de compte à titre indicatif. Sort de la trésorerie, donc banque en contrepartie, et c'est le paiement de la prime, ce qu'on appelle aussi en anglais le premium. Donc pour 2 centimes,94 d'euros, 0,0294 euros, fois 4 millions de dollars. Donc 117 600
euros d'instruments de couverture, de paiement de premium. Ensuite, il va falloir ajuster la créance client. Initialement, l'entreprise a enregistré une vente avec une créance client pour 4 millions de dollars convertis dans sa comptabilité en euros, 4 millions de dollars à 0,98. Donc 400 000, voilà, 4 millions fois 0,98. Donc nous étions à 3 920 000 et il y a, ça c'était au point de départ, et là nous sommes au 31/08/N, la date d'échéance. À la date d'échéance, le cours au comptant à l'échéance est passé à 0,94. Donc il y a une chute de 0,98 au point de départ à 0,94. Donc on ajuste pour 4 centimes d'euros par dollar. Donc si nous fait donc 0,98 moins 0,94 fois 4 millions, donc 4 centimes d'euros fois 4 millions de dollars, donc 160 000 euros. Diminution de la créance client et donc diminution de l'actif, du patrimoine, en contrepartie charges financières. Puis, toujours au 31/08/N, l'échéance, nous allons regarder ce qu'a généré la prime, l'actif financier. L'actif financier lors de la levée de l'option, eh bien cet actif financier que l'on lève, hein, ce put, génère une perte. Donc on va diminuer le poste d'actif financier pour 37 600 et en contrepartie nous avons une charge financière. Alors attention, ici je n'exprime pas d'ajustement de la valeur selon en finance le modèle de Black-Scholes. Là c'est simple, c'est purement comptable, même si nous avons vu au niveau du graphique une représentation des aspects financiers. Donc là, voilà, c'est tout simplement pour signifier que la prime génère une perte, donc du coup l'actif diminue et j'ai une charge financière en contrepartie. Bien, ensuite, donc ça c'était le constat du RC ici négatif pour les tenteurs du put. Toujours à l'échéance, l'exportateur encaisse le prix d'exercice puisqu'il lève l'option, donc 0,96 fois 4 millions de dollars, donc ce qui nous fait 3 840 000 euros. La créance sur le client est soldée, donc créance sur client, elle est soldée, donc elle était d'une valeur de 0,94 fois 4 millions, 3 760 000, et par différence nous sortons la prime globale de 80 000 puisque nous sommes arrivés au bout du contrat. Alors cette prime globale, on peut vérifier que ces 80 000 sont tout à fait justes puisque ça correspondait dans nos écritures à 117 600 au départ, enregistré en actif financier, moins ce qui a été généré comme résultat négatif de couverture, c'est-à-dire 37 600. Voilà. Donc on se retrouve avec une prime globale qui a un solde débiteur de 80 000 et donc pour la sortir, nous créditons ce compte de prime globale. Voilà. Pour l'exercice 2. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3 concernait un emprunt obligataire aux conditions suivantes. Il a été émis le 1er janvier N avec un nombre d'obligations de 800 000, une valeur nominale de 600 euros, un prix d'émission de 97%, cotation au pourcentage de la valeur nominale. Le prix de remboursement in fine dans 12 ans, 104% de la valeur nominale, le taux d'intérêt annuel nominal 6%, l'échéance est annuelle de coupon, c'est-à-dire d'intérêt. Les frais d'émission TTC s'élèvent à 480 000 euros et la société applique la norme IFRS sur la notion dite de coût amorti d'un passif financier, ce qui veut en réalité dire, c'est un terme un peu fou ami, hein, puisque si on prend le prix d'émission net au point de départ, eh bien, il n'y a aucun amortissement. Donc, il faut traduire coût amorti par dette actualisée pour un passif financier. Ensuite, mes questions étaient, premièrement, écrire l'équation permettant de déterminer le TAEG, taux actuariel effectif global.
Donc le TAEG égalise pour l'émetteur le prix d'émission net avec les flux futurs de paiement de coupons, ce sont les intérêts nominaux, et le prix de remboursement. Donc nous avons l'égalité prix d'émission net qui est de 97% de la valeur nominale étant de 600 euros. Voilà, donc ce qui nous donne 582 fois le nombre d'obligations émises, 800 000, et moins 400 000 de frais d'émission en taxes, 480 000 divisé par 1,2. Donc nous avons un prix d'émission net après frais, donc net de frais, 465 600 000 moins 400 000, donc 465 200 000, et qui va égaliser les coupons futurs et le prix de remboursement in fine. J'ai fait le choix d'un remboursement in fine. Donc là nous avons en taux nominal 6%, appliqué à la valeur nominale de 600 euros, donc ce qui nous fait 36 euros par obligation, fois le nombre d'obligations de 800 000, et comme ces intérêts sont constants chaque année, eh bien nous multiplions par la formule de constance 1 moins 1 plus TAEG puissance moins 12 sur le TAEG. Et ensuite nous rajoutons le remboursement in fine, 104% fois les 600 euros, fois le nombre d'obligations émises, 800 000, multiplié par 1 plus le TAEG puissance moins 12. Donc ce qui nous fait voilà, l'équation finale suivante, 465 200 000 égale 28 800 000 fois 1 moins 1 plus TAEG puissance moins 12 sur TAEG, plus le prix de remboursement in fine, 499 200 000 fois 1 plus TAEG puissance moins 12. Nous pouvons faire une interpolation linéaire, même si c'est une technique assez ancienne. Sinon, nous utilisons directement le solver, qui nous donne un TAEG de 6,61%. Bien. Donc là, je vous autorise à utiliser le solver. Ensuite, nous allons présenter en deuxième question la première ligne d'échéance du tableau de coamorti de l'emprunt obligataire en considérant le TAEG de 6,61%. Donc nous avons au niveau des colonnes échéance, coût amorti à l'ouverture, dette actualisée au début d'exercice, voilà ce que ça signifie, l'intérêt effectif au TAEG en IFRS 6,61% qui porte sur le coût amorti à, entre guillemets, à l'ouverture, la dette actualisée en début d'exercice, ensuite, en début d'exercice, si je considère que voilà, l'emprunt a été mis en début d'exercice, bon, point de départ de l'emprunt. Et ensuite, nous calculons l'intérêt nominal et nous obtenons après le coût amorti à la clôture. Donc, comment évolue le tableau? Nous avons point de départ plus les intérêts au TAEG, moins, donc ça vient augmenter le package de dette au sens global, en vision norme comptable internationale, moins ce qui est payé, les intérêts nominaux, et donc nous obtenons la dette globale après à la clôture de l'exercice, dit coût amorti à la clôture. Bien. Progressivement, vous voyez qu'il y a un delta ici qui se crée. Nous avons 465 200 000 plus les 30 749 720 moins les 28 800 000. Donc il y a un delta intérêt IFRS moins intérêt nominal, et ce delta positif vient augmenter la dette. Donc nous passons d'une dette de 465 200 000 en début N à fin N, 467 149 720. C'est normal parce que l'amortissement est in fine, donc on doit arriver à la fin du tableau en cumulant les deltas d'intérêt à cette valeur programmée de remboursement de 104%. En euros, ça nous donne globalement 499 200 000. Voilà. Donc maintenant, nous allons, en troisième question, j'avais demandé enregistrer l'écriture d'émission de l'emprunt obligataire. Donc on encaisse, l'émetteur encaisse les 465 200 000, le prix d'émission net. Okay. Constate une dette d'emprunt obligataire. Bon, ça, c'est à titre indicatif, c'est le numéro de compte, puisqu'on est, je le répète, en norme comptable internationale. Ça, c'est juste pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le numéro de compte. Bien, maintenant, en quatrième point, on va enregistrer l'écriture concernant la première échéance de cet emprunt avec le TAEG. Donc, vous avez la charge d'intérêt selon les normes IFRS qui s'élève à 30 749 720.
la charge d'intérêt qui est payée, intérêt nominal 28 800 000. Par conséquent, par différence, l'emprunt augmente. La dette d'emprunt, je veux dire. La dette d'emprunt augmente. C'est pas, on n'emprunte pas plus, c'est la dette d'emprunt qui augmente au niveau calculatoire. Donc on a charge d'intérêt 30 749 720 en IFRS, le paiement d'intérêt pour 28 800 000, et donc la dette d'emprunt augmente, puisque en norme NCI, on a norme comptable internationale, on augmente la dette la dette d'emprunt sans avoir emprunté plus. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. Là, on est dans une optique norme comptable internationale. Alors, vous pouvez avoir les normes du FASB qui procèdent ainsi, puis aussi les normes IFRS. Les normes du FASB, bon, on peut dire que c'est une forme de norme internationale, même si c'est propre aux États-Unis. Et vraiment, les normes internationales, ce sont les normes IFRS. Bon. Et on est dans la même optique du FASB, Federal Accounting Standard Board, des US GAAP, United States Accounting Agreement Principles, et puis les normes IFRS, International Financial Reporting Standards. Alors maintenant, dernière question, c'était 5e question. Quelle est la charge globale d'intérêt IFRS sur toute la durée de vie de l'emprunt obligataire? Cette charge globale est-elle différente de la charge globale en appliquant les normes du PCG? Justifiez votre réponse. Alors, en système PCG, on exprime au sens strict des charges d'intérêt, une prime de remboursement des obligations qui vient alourdir le TAEG et également des frais d'émission. Donc, nous avons une charge globalement qui va correspondre aux charges d'intérêt au sens strict PCG, donc 28 800 000 fois 12 années, plus la prime de remboursement. Alors, si je l'exprime en pourcentage, 104% le prix de remboursement, moins 97% le prix d'émission. Donc 7% de prime de remboursement, fois la valeur nominale de 600 et multiplié par 800 000. Donc ça nous fait 7% fois 600, donc 42, fois les 800 000, et puis ensuite plus 400 000, donc un total de 379 600 000. Et ce total est constaté progressivement en IFRS avec le vocable uniquement charge d'intérêt. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous servira pour les révisions là. Et puis je vous dis portez-vous bien et à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Bye bye. Merci.